besoins fondamentaux des victimes, ça veut dire les premiers soins, la première prise en charge médicale et psychologique. Ces premiers soins sont pris en charge par l'Union européenne et pour le moment, nous arrivons quand même à les prendre en charge. Je crois que le plus grand problème que nous avons, c'est lorsque les femmes doivent partir et qu'il faut absolument les aider à se réinsérer dans la communauté. Là, nous n'avons pas suffisamment de moyens. Nous devons étudier sur le plan global comment transformer ce que nous avons sur le plan juridique, donc les outils juridiques que nous avons, qui sont de très bons outils, comment transformer ça à ce que ça soit un changement de mentalité de rapport homme-femme. Je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'on est dans une société qui est stable et que par la loi, on est protégé. Mais il suffit qu'une femme se retrouve dans une zone un tout petit peu obscure, la mentalité de l'homme change. En public, on a un comportement, en privé, on a tout à fait notre comportement. Ça veut dire tout simplement que, en fait, les lois ne protègent pas suffisamment. Il faut que ça entre dans notre éthique, que ça entre dans notre morale et que l'on puisse considérer que l'égalité des sexes, ça doit être une réalité effective. Et aujourd'hui, je crois que c'est là où se trouve le problème. La sensibilisation doit être globale. Les hommes doivent s'engager pour lutter contre les violences sexuelles et accepter de faire cette évolution vers l'égalité des sexes. Madame, je pense que c'est vrai que ça, c'est une honte pour notre humanité et ça trouble nos consciences puisqu'on ne peut pas continuer à parler du Congo comme capitale des viols sur le plan international et que de l'autre côté, il n'y a aucune mesure de prise pour pouvoir amener ceux qui ont commis ces actes à répondre de leurs actes. Et je crois qu'on n'a jamais eu une réponse appropriée par rapport au drame des femmes congolaises. Je crois que si aujourd'hui on était réunis ici à Paris et nous venons de Genève avec Thierry Michel, c'était pour demander à la communauté internationale, que nous sommes tous d'ailleurs, de prendre ses responsabilités par rapport à ces crimes contre l'humanité, les crimes de guerre qui se sont commis en République démocratique du Congo et que les responsables de ces crimes puissent répondre de leurs actes. Si ça ne se fait pas, on va continuer à dépenser des milliards de dollars, mais il n'y aura jamais la paix sans justice. On a besoin de la justice pour pouvoir instaurer la paix. Il faut absolument que en fait, le mécanisme de justice transitionnelle puisse se mettre en place. Il faut des poursuites, il faut absolument l'assainissement. On ne peut pas continuer à avoir des gens qui ont violé, qui ont commis des crimes contre l'humanité, être les protecteurs de ceux-là même qui ont subi leur torture. Je crois qu'aujourd'hui, il est plus qu'important que la vérité soit connue pour pouvoir se réconcilier. On a besoin d'avoir la mémoire par rapport à ce qui s'est passé. On ne peut pas faire la prévention. On ne peut pas dire aux enfants de ne pas faire ça si on ne peut pas leur apprendre leur propre histoire. Je crois qu'aujourd'hui, tout ça, ça manque alors que tous ces outils existent. On ne va pas inventer la roue, ça existe, mais la communauté internationale traîne des pieds pour prendre des décisions. Je crois que c'est très important que ça soit fait. Et c'est ça que je dis. Je fais un appel solennel à tous les Congolais. Chacun peut jouer un rôle important dans son domaine pour que nous ayons un changement sans que ça puisse forcément porter un non rencontre. Je crois que nous faisons déjà cette ligne. Je pense que ces blocages politiques viennent d'un fait qui est clair. Je l'avais dit, en fait, le Congo a la réserve la plus importante du coltan, le minerai que nous utilisons tous dans nos téléphones, dans nos laptops. Et aujourd'hui, nous savons que c'est les nerfs de la guerre que nous connaissons à l'est de la République démocratique du Congo. Et ces groupes armés, c'est eux qui contrôlent la grande partie de ces minéraux qui se vendent finalement sur le marché international sans que la population locale puisse en profiter. Et je crois que nous avions fait des études qui montrent très très bien clairement que c'est là où on a des sites miniers, qu'on a également des groupes armés et que malheureusement c'est de là que proviennent la grande partie
des femmes que nous soignons. Donc je crois qu'il y a une corrélation qui existe entre le minerai, la guerre et les actes criminels qui se commettent dans cette région. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous faisons un plaidoyer sur le plan international pour que l'Union européenne, par exemple, puisse prendre des mesures à ce que la chaîne d'approvisionnement en ces minéraux qui viennent de cette zone, que ça soit, en fait, qu'il y ait une traçabilité par rapport à ces minéraux, qu'on puisse savoir exactement qui vend ces minéraux, ça vient d'où. Et là, je pense que nous faisons un appel solennel à tous les Européens de pouvoir aller dans le sens du vote du Parlement européen qui a voté en faveur d'une loi contraignante. Et je crois que c'est seulement lorsqu'il y a une loi contraignante et que la population des consommateurs sont informés que finalement ils peuvent exiger de savoir exactement ce qu'ils utilisent, ça vient de tout. Puisque beaucoup ne savent même pas que leur téléphone porte le son des femmes congolaises. Mais lorsque celui qui vend le téléphone doit savoir exactement d'où viennent les parties qui constituent son téléphone, ça sera une protection pour les consommateurs, mais aussi une façon de protéger en fait ces femmes qui souffrent tout simplement puisqu'elles ont eu la malchance de naître là où il y a des minéraux. Et je crois que la réaction que ça crée, c'est plutôt une révolte pour dire pourquoi ça doit continuer. Et je pense que les Congolais sont de plus en plus, la jeunesse prend de plus en plus la responsabilité de dire qu'il faut que les choses changent. Et je crois que la réponse que les jeunes reçoivent des autorités, c'est la répression. Le mouvement, par exemple, du changement de monde, en fait, on condamne les jeunes tout simplement pour avoir exprimé leur frustration. Je crois que ça montre très bien que les Congolais sont en train de prendre la responsabilité de ces changements. Et je crois qu'il n'y a rien qui va les arrêter. Ces massacres sont connus. Il y a des endroits où on peut vous donner, je pense dans le film, il y a des endroits où on a des noms, donc on peut mettre le nom sur les fausses communes, etc. Mais je crois qu'au niveau de la République démocratique du Congo, on en parle très peu. Et il y a des gens qui, loin de là où ces violences se commettent, ils apprennent tout simplement qu'à l'Est, il se passe des choses. Mais ce n'est pas suffisamment dit. Je pense que quand on avait interdit ces films, moi, ma réaction, c'était refuser au peuple congolais de connaître son histoire. Et je pense qu'il n'y a rien de plus grave que empêcher à une génération de savoir ce qui s'était passé pour pouvoir prévenir la répétition. Et je crois qu'aujourd'hui, peut-être que les militaires viennent en charge, ils ne sont pas mis en cause dans le film, mais bon, c'est une façon peut-être d'intimider pour éviter à ce que, en fait, cette partie de l'histoire du Congo qu'on essaie d'éviter, qu'on puisse continuer en fait à jouer à ce jeu. Mais je pense que c'est un jeu, à mon avis, qui est très très dangereux. Vu ce qui s'est déjà passé dans la région, on devrait absolument laisser ces films et même faire beaucoup plus le travail de mémoire pour que les gens sachent qu'est-ce qui s'était passé et comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et que ceux qui ont commis ces crimes puissent répondre de leurs actes. Je trouve que c'est la seule façon de pouvoir un jour espérer reconstruire de la paix dans cette région. On a supprimé les noms, non pas par souci de censure, parce qu'on a trouvé qu'exposer des victimes à la vindicte des gens dont ils auraient prononcé le nom était leur faire porter une responsabilité que jusqu'à ce jour, les Nations Unies n'ont pas assumée. Si les Nations Unies qui ont fait leurs enquêtes, elles ne révèlent pas les noms, on n'allait pas demander aux victimes de partir comme ça, s'exposer à ce point. Donc voilà, c'est la raison. C'est pourquoi on demande à la société civile demande aujourd'hui, c'est